interlocuteur. Un acteur sensible aura peut-être dans son rôle un ou deux de ces mouvements d'aliénation qui dissonneront avec le reste d'autant plus fortement qu'ils seront plus beaux. Mais dites-moi, le spectacle alors ne cesse-t-il pas d'être un plaisir et ne devient-il pas un supplice pour vous? Oh non, le second interlocuteur. Et ce pathétique de fiction ne l'emportera-t-il pas sur le spectacle domestique et réel d'une famille éplorée autour de la couche funèbre d'un père chéri ou d'une mère adorée? Oh non! Vous ne vous êtes donc pas ni le comédien ni vous si parfaitement oublié. Vous m'avez déjà fort embarrassé et je ne doute pas que vous ne puissiez m'embarrasser encore, mais je vous ébranlerai, je crois, si vous me permettiez de m'associer un second. Il est 4h30, on donne 10 dons. Allons voir mademoiselle Raucourt, elle vous répondra mieux que moi. Je le souhaite, mais je ne l'espère pas. Pensez-vous qu'elle fasse ce que ni le Couffreur, ni la Duclos, ni la Design, ni la Balincourt, ni la Clairon, ni la Duménil n'ont pu faire? J'ose vous assurer que si notre jeune débutante est encore loin de la perfection, c'est qu'elle est trop novice pour ne point sentir. Et je vous prédis que si elle continue de sentir, de rester elle et de préférer l'instinct borné de la nature à l'étude illimitée de l'art, elle ne s'élèvera jamais à la hauteur des actrices que je vous ai nommées. Elle aura de beaux moments, mais elle ne sera pas belle. Il en sera d'elle comme de Lagossin et de plusieurs autres qui n'ont été toute leur vie maniérées, faibles et monotones, que parce qu'elles n'ont jamais pu sortir de l'enceinte étroite où leur sensibilité naturelle est renfermée. Votre dessein est-il toujours de m'opposer à mademoiselle Raucourt? Assurément. Chemin faisant, je vous raconterai un fait qui revient assez au sujet de notre entretien. Je connaissais Pigalle, j'avais mes entrées chez lui. J'y vais un matin, je frappe. L'artiste m'ouvre, son ébauchoir à la main, et m'arrêtant sur le seuil de son atelier, avant de vous laisser passer, me dit-il, jurez-moi que vous n'aurez pas de peur d'une belle femme toute nue. Je souris, j'entrai. Il travaillait alors à son monument du maréchal de Saxe, et une très belle courtisane lui servait de modèle pour la figure de la France. Mais comment croyez-vous qu'elle me parut entre les figures colossales qui l'environnaient? Pauvre, petite, mesquine, une espèce de grenouille. Elle en était écrasée, et j'aurais pris sur la parole de l'artiste cette grenouille pour une belle femme si je n'avais pas attendu la fin de la séance, et si je n'avais pas vu terre à terre et le dos tourné à ces figures gigantesques qui la réduisaient à rien. Je vous laisse le soin d'appliquer ce phénomène singulier à la Gossin, à la Riccoboni et à toutes celles qui n'ont pu s'agrandir sur la scène. Si par impossible une actrice avait reçu la sensibilité à un degré comparable à celle que l'art porté à l'extrême peut simuler, le théâtre propose tant de caractères divers à imiter et un seul rôle principal amène tant de situations opposées que cette rare pleureuse, incapable de bien jouer deux rôles différents, excellerait à peine dans quelques endroits du même rôle. Ce serait la comédienne la plus inégale, la plus bornée et la plus inepte qu'on pût imaginer. S'il lui arrivait de tenter un élan, sa sensibilité prédominante ne tarderait pas à la ramener à la médiocrité. Elle ressemblerait moins à un vigoureux coursier qui galope qu'à une faible haquenée qui prend le mors aux dents. Son instant d'énergie, passager, brusque, sans gradation, sans préparation, sans unité, vous paraîtrait un accès à la folie. La sensibilité étant en effet compagne de la douleur et de la faiblesse. Dites-moi si une créature douce, faible et sensible est bien propre à concevoir et à rendre le sang-froid de Léontine, les transports jaloux d'Hermione, les fureurs de Camille, la tendresse maternelle de Mérope, le délire et les remords de Phèdre, l'orgueil tyrannique d'Agrippine, la violence de Clytemnestre. Abandonnez votre éternelle pleureuse à quelques-uns de nos rôles élégiaques et ne l'en tirez pas. C'est qu'être sensible est une chose et sentir est une autre. L'une est une affaire d'âme, l'autre une affaire de jugement. C'est qu'on sent avec force et qu'on ne saurait rendre, c'est qu'on rend seul en société au coin d'un foyer en lisant, en jouant pour quelques auditeurs, et qu'on ne rendrait rien qui vaille au théâtre. C'est qu'au théâtre, avec ce qu'on appelle de la sensibilité de l'âme des entrailles, on rend bien une ou deux tirades et qu'on manque le reste. C'est qu'embrasser toute l'étendue d'un grand rôle,
y ménager les clairs et les obscurs, les doux et les faibles, se montrer égal, et dans les endroits tranquilles et dans les endroits agités, être varié dans les détails, harmonieux, et un dans l'ensemble, et se former un système soutenu de déclamation qui aille jusqu'à sauver les boutades du poète. C'est l'ouvrage d'une tête froide, d'un profond jugement, d'un goût exquis, d'une étude pénible, d'une longue expérience et d'une ténacité de mémoire peu commune. C'est que la règle, qu'alice ab inopto processerit et sibit constet, qu'il demeure égal à lui-même, tel qu'il s'est montré au début, Horace dans Art poétique, très rigoureuse pour le poète, l'est jusqu'à la minutie pour le comédien. C'est que celui qui sort de la coulisse, sans avoir son jeu présent et son rôle noté, éprouvera toute sa vie le rôle d'un débutant, ou que si doué d'intrépidité, de suffisance et de verve, il compte sur la prestesse de sa tête et l'habitude du métier. Cet homme vous en imposera par sa chaleur et son ivresse, et que vous applaudirez à son jeu comme un connaisseur en peinture sourit à une esquisse libertine où tout est indiqué et rien n'est décidé. C'est un de ces prodiges qu'on a vu quelquefois à la foire ou chez Nicolet. Peut-être ces fous-là font-ils bien de rester ce qu'ils sont, des comédiens ébauchés. Plus de travail ne leur donnerait pas ce qui leur manque et pourrait leur ôter ce qu'ils ont. Prenez-les pour ce qu'ils valent, mais ne les mettez pas à côté d'un tableau fini. Il ne me reste plus qu'une question à vous faire. Faites. Avez-vous jamais vu une pièce entière parfaitement jouée? Ma foi, je ne m'en souviens pas, mais attendez, oui, quelquefois une pièce médiocre par des acteurs médiocres. Nos deux interlocuteurs allèrent au spectacle, mais n'y trouvant plus de place, ils se rabattirent aux Tuileries. Ils se promenèrent quelque temps en silence, ils semblaient avoir oublié qu'ils étaient ensemble, et chacun s'entretenait avec lui-même, comme s'il eût été seul, l'un à haute voix, l'autre à voix si basse qu'on ne l'entendait pas, laissant seulement échapper par intervalles des mots isolés et distincts, desquels il était facile de conjecturer qu'ils ne se tenaient pas pour battus. Les idées de l'homme, au paradoxe, sont les seules dont je puisse rendre compte, et les voici, aussi décousues qu'elles doivent le paraître, lorsqu'on supprime d'un soliloque les intermédiaires qui servent de liaison. Il disait qu'on mette à sa place un acteur sensible, et nous verrons comment il s'en tirera. Lui, que fait-il? Il pose son pied sur la balustrade, rattache sa jarretière et répond aux courtisans qu'il méprise, la tête tournée sur une de ses épaules. Et c'est ainsi qu'un incident qui aurait déconcerté tout autre que ce froid et sublime comédien, subitement adapté à la circonstance, devient un trait de génie. Il parlait, je crois, de Baron dans la tragédie du Comte d'Essex, il ajoutait en souriant. Et oui, il croira que celle-là sent lorsque, renversée sur le sein de sa confidente et presque moribonde, les yeux tournés vers les troisièmes loges, elle y aperçoit un vieux procureur qui fondait en larmes et dont la douleur grimaçait d'une manière tout à fait burlesque, et dit « Regarde donc un peu là-haut la bonne figure que voilà », murmurant dans sa gorge ces paroles comme si elles eussent été la suite d'une plainte inarticulée. À d'autres, si je me rappelle bien ce fait, il est de la Gaussin dans Zaïre. Et ce troisième, dont la fin était si tragique, je l'ai connu. J'ai connu son père qui m'invitait aussi quelquefois à dire mon mot dans son cornet. Il n'y a pas de doute qu'il ne soit ici question du sage Montménil. C'est la candeur et l'honnêteté même. Qu'avait-il de commun entre son caractère naturel et celui de Tartuffe qu'il jouait supérieurement? Rien. Où avait-il pris ce torticolis, ce roulement d'yeux si singulier, ce ton radouci et toutes les autres finesses du rôle de l'hypocrite? Prenez garde à ce que vous allez répondre. Je vous tiens dans une imitation profonde de la nature. Dans une imitation profonde de la nature, et vous verrez que les symptômes intérieurs qui distinguent le plus fortement la sensibilité de l'âme ne sont pas autant dans la nature que les symptômes extérieurs de l'hypocrisie. Qu'on ne saurait les étudier, qu'un acteur à grand talent trouvera plus de difficulté à saisir et à imiter les uns que les autres. Et si je soutenais que de toutes les qualités de l'âme, la sensibilité est la plus facile à contrefaire, n'ayant peut-être pas un seul homme assez cruel, assez inhumain, pour que le germe n'en existât pas dans son cœur, pour ne l'avoir jamais éprouvé, ce qu'on ne saurait assurer de toutes les autres passions, telles que l'avarice, la méfiance. Est-ce qu'un excellent instrument? Je vous entends.
il y aura toujours entre celui qui contrefait la sensibilité et celui qui sent la différence de l'imitation et la chose. Et tant mieux, vous dis-je. Dans le premier cas, le comédien n'aura pas à se séparer de lui-même. Il se portera tout à coup et de plein saut à la hauteur du modèle idéal. Tout à coup et de plein saut, vous me chicanez sur une expression. Je veux dire que n'étant jamais ramené au petit modèle qui est en lui, il sera aussi grand, aussi étonnant, aussi parfait imitateur de la sensibilité que de l'avarice, de l'hypocrisie, de la duplicité et de tout autre caractère qui ne sera pas le sien, de toute autre passion qu'il n'aura pas. La chose que le personnage naturellement sensible me montrera sera petite. L'imitation de l'autre sera forte, ou s'il arrivait que leur copie fût également forte, ce que je ne vous accorde pas, mais pas du tout, l'un parfaitement maître de lui-même et jouant tout à fait d'étude et de jugement serait tel que l'expérience journalière le montre, plus sain que celui qui jouera moitié de nature, moitié d'étude, moitié d'après un modèle, moitié d'après lui-même. Avec quelque habileté, que ces deux imitations soient fondues ensemble, un spectateur délicat les discernera plus facilement encore qu'un profond artiste ne démêlera dans une statue la ligne qui séparerait ou de styles différents, ou le devant exécuté d'après un modèle, et le dos d'après un autre. Qu'un acteur consommé cesse de jouer de tête, qu'il s'oublie, que son cœur s'embarrasse, que la sensibilité le gagne, qu'il s'y livre. Il nous enivrera, peut-être, il nous transportera d'admiration. Cela n'est pas impossible, mais c'est à cette condition qu'il ne sortira pas de son système de déclamation et que l'unité ne disparaîtra point, sans quoi vous prononcerez qu'il est devenu fou. Oui, dans cette supposition, vous avez un bon moment, j'en conviens, mais préférez-vous un beau moment à un beau rôle? Si c'est votre choix, ce n'est pas le mien. Ici, l'homme au paradoxe se tut, il se promenait à grands pas sans regarder où il allait. Il lui heurtait de droite et de gauche ceux qui venaient à sa rencontre s'il n'eussent évité le choc. Puis, s'arrêtant tout à coup et saisissant son antagoniste fortement par le bras, il lui dit d'un ton dogmatique et tranquille: « Mon ami, il y a trois modèles, l'homme de la nature, l'homme du poète et l'homme de l'acteur. Celui de la nature est moins grand que celui du poète, et celui-ci moins grand encore que celui du comédien, le plus exagéré de tous. Ce dernier monte sur les épaules du précédent et se renferme dans un grand mannequin d'osier dont il est l'âme. Il meut ce mannequin d'une manière effrayante, même pour le poète qui ne se reconnaît plus, et il nous épouvante, comme vous l'avez fort bien dit, ainsi que les enfants s'épouvantent les uns les autres, en tenant leurs petits pourpoints courts élevés au-dessus de leur tête, en s'agitant et en imitant de leur mieux la voix rauque et lugubre d'un fantôme qu'ils contrefont. Mais par hasard, n'auriez-vous pas vu des jeux d'enfants qu'on a gravés? N'y aurez-vous pas vu un marmot qui s'avance sous un masque hideux du vieillard qui le cache, de la tête aux pieds? Sous ce masque, il rit de ses petits camarades que la terreur met en fuite. Ce marmot est le vrai symbole de l'acteur, ses camarades sont le symbole du spectateur. Si le comédien n'est doué que d'une sensibilité médiocre, et que ce soit là tout son mérite, ne le tiendrez-vous pas pour un homme médiocre? Prenez-y garde, c'est encore un piège que je vous tends. Et s'il est doué d'une extrême sensibilité, qu'en arrivera-t-il? Ce qu'il en arrivera, c'est qu'il ne jouera pas du tout, ou qu'il jouera ridiculement. Oui, ridiculement, et la preuve, vous la verrez en moi quand il vous plaira que j'ai un récit un peu pathétique à faire, et il s'élève et je ne sais quel trouble dans mon cœur, dans ma tête. Ma langue m'embarrasse, ma voix s'altère, mes idées se décomposent. Mon discours se suspend, je balbutie, je m'en aperçois, les larmes coulent de mes joues et je me tais. Mais cela vous réussit. En société, au théâtre, je serai hué. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas pour voir des pleurs, mais pour entendre des discours qui en arrachent, parce que cette vérité de nature dissonne avec la vérité de convention. Je m'explique. Je veux dire que ni le système dramatique, ni l'action, ni les discours du poète ne s'arrangeraient point de ma déclamation étouffée, interrompue, sangotée. Vous voyez qu'il n'est pas même permis d'imiter la nature, même la belle nature, la vérité de trop près, et qu'il y ait des limites dans lesquelles il faut se renfermer. Et ces limites, qui les a posées? Le bon sens qui ne veut pas qu'un talent nuise à un autre talent. Il faut quelquefois que l'acteur se sacrifie au poète. Mais si la composition du poète s'y prêtait,
eh bien vous auriez une autre sorte de tragédie tout à fait différente de la vôtre. Et quel inconvénient à cela? Je ne sais pas trop ce que vous y gagneriez, mais je sais très bien ce que vous y perdriez. Ici l'homme paradoxal s'approcha pour la seconde ou la troisième fois de son antagoniste et lui dit: le mot est de mauvais goût, mais il est plaisant. Mais il est d'une actrice sur le talent de laquelle il n'y a pas de sentiments. C'est le pendant du propos et de la situation de la Gaussin. Elle est aussi renversée entre Pio Pollux, et elle se meut, du moins je le crois, et elle lui guettia: ah, Pio, que tu pues. Ce trait est d'Arnould faisant Télaïr. Et dans ce moment, Arnould est vraiment Télaïr. Non, elle est Arnould, toujours Arnould. Vous ne m'amènerez jamais à louer les degrés intermédiaires d'une qualité qui gâterait tout. Si poussé à l'extrême, le comédien en était dominé. Mais je suppose que le poète eût écrit la scène pour être déclamée au théâtre, comme je la réciterai en société. Qui est-ce qui jouerait cette scène? Personne, non personne, pas même l'acteur le plus maître de son action. S'il s'en tirait bien une fois, il en manquerait 1000. Le succès tient alors à si peu de choses. Ce dernier raisonnement vous paraît peu solide? Eh bien, soit, mais je n'en conclurai pas moins de piquer un peu nos ampoules, de rabaisser de quelques crans nos échasses, et de laisser les choses à peu près comme elles sont. Pour un poète de génie, qui atteindrait à cette prodigieuse vérité de nature, il s'élèverait une nuée d'insipides et plats imitateurs. Il n'est pas permis, sous peine d'être insipide, maussade détestable, de descendre d'une ligne au-dessous de la simplicité de nature. Ne le pensez-vous pas? Je ne pense à rien, je ne vous ai pas entendu. Quoi? Nous n'avons pas continué de discuter? Non. Et que diable faisiez-vous donc? Je rêvais. Et que rêviez-vous? Qu'un acteur anglais appelé, je crois, Maclean, j'étais ce jour-là au spectacle, ayant à s'excuser auprès du parterre de la témérité de jouer après Garrick, je ne sais quel rôle dans Macbeth de Shakespeare, disait entre autres choses que les impressions qui subjuguaient le comédien et le soumettaient au génie et à l'inspiration du poète lui étaient très nuisibles. Je ne sais plus les raisons qu'il en donnait, mais elles étaient très fines et elles furent senties et applaudies. Au reste, si vous en êtes curieux, vous les trouverez dans une lettre insérée dans le St. James Chronicle sous le nom de Quinquetilien. Mais j'ai donc causé longtemps tout seul. Cela se peut aussi longtemps que j'ai rêvé tout seul. Vous savez qu'anciennement, les acteurs faisaient des rôles de femmes? Je le sais. Aulu Guélé raconte dans ses nuits attiques qu'un certain Paulus, couvert des habits lugubres d'Électre, au lieu de se présenter sur la scène avec l'urne d'Oreste, parut en embrassant l'urne qui renfermait les cendres de son propre fils qu'il venait de perdre, et qu'alors ce ne fut point une vaine représentation, une petite douleur de spectacle, mais que la salle retentit de cris et de vrais gémissements. Et vous croyez que Paulus, dans ce moment, parla sur la scène comme il aurait parlé dans ses foyers? Non, non. Ce prodigieux effet dont je ne peux pas ne tint ni au vers d'Euripide, ni à la déclamation de l'acteur, mais bien à la vue d'un père désolé qui baignait de ses pleurs l'urne de son propre fils. Ce Paulus n'était peut-être qu'un médiocre comédien, non plus que cet Asopus dont Plutarque rapporte que jouant un jour en plein théâtre le rôle d'Atréus, délibérant en lui-même comment il se pourra venger de son frère Thyestes. Il y eut d'aventure quelqu'un des serviteurs qui voulut soudain passer en courant devant lui, et que lui, Asopus, étant hors de lui-même pour l'affection véhémente et pour l'ardeur qu'il avait de représenter au vif la passion furieuse du roi Atréus, lui donna sur la tête un tel coup de spectre qu'il tenait en sa main, qui le tua sur la place. C'était un fou que le tribun devait envoyer sur le champ au mont Tarpéen. Comme il fit apparemment. J'en doute, les Romains faisaient tant de cas de la vie d'un grand comédien et si peu de la vie d'un esclave. Mais, dit-on, un orateur en vaut mieux quand il s'échauffe, quand il est en colère, je le nie, c'est quand il imite la colère. Les comédiens font impression sur le public, non lorsqu'ils sont furieux, mais lorsqu'ils jouent bien la fureur. Dans les tribunaux, dans les assemblées, dans tous les lieux où l'on veut se rendre maître des esprits, on feint tantôt la colère, tantôt la crainte, tantôt la pitié, pour amener les autres à ces sentiments divers. Ce que la passion elle-même n'a pu faire, la passion bien imitée l'exécute. Ne dit-on pas dans le monde qu'un homme est un grand comédien? On n'entend pas par là qu'il sent, mais qu'il excelle à simuler, bien qu'il ne sente rien. Rôle bien plus difficile que celui de l'acteur, car cet homme
a de plus à trouver le discours et deux fonctions à faire, celle du poète et du comédien. Le poète, sur la scène, peut être plus habile que le comédien dans le monde. Mais croit-on que sur la scène, l'acteur soit plus profond, soit plus habile à feindre la joie, la tristesse, la sensibilité, l'admiration, la haine, la tendresse qu'un vieux courtisan? Mais il se fait tard, allons souper.